Je m'appelle Jean-Luc Mercier. Je suis né et j'ai grandi dans la petite ville d'Amboise, située au cœur de la vallée de la Loire. J'ai consacré toute ma vie à la vinification, poursuivant l'entreprise familiale fondée par mon arrière-grand-père. Nos vignobles s'étendent sur des coteaux pittoresques, baignés par le doux soleil de Touraine. J'ai rencontré Élodie quand j'avais 27 ans. Elle est venue dans notre ville pour un stage d'été, elle a étudié l'énologie à l'université de Bordeaux. Grande, élancée, avec une chevelure rousse et quelques taches de rousseur sur le nez, Élodie a immédiatement attiré mon attention. Nous nous sommes rencontrés dans un vignoble local où je donnais une dégustation à un groupe d'étudiants. Élodie s'est démarquée des autres. Ses questions étaient précises et profondes, et elle avait une compréhension approfondie des subtilités de la vinification. Nous avons commencé à discuter après la partie officielle, et je l'ai invitée à dîner. C'est ainsi que notre histoire d'amour a commencé. 3 mois se sont écoulés comme un jour. Quand est venu le temps pour Élodie de rentrer à Bordeaux, nous avons tous les deux réalisé que nous ne voulions pas nous séparer. Elle a accepté mon offre de rester à Amboise et de travailler dans notre domaine viticole familial. 1 an plus tard, nous nous sommes mariés. Les premières années de notre mariage ont été remplies de bonheur et de compréhension mutuelle. Élodie a apporté un regard neuf à notre production en proposant plusieurs idées innovantes qui ont considérablement amélioré la qualité du vin. Nous avons travaillé ensemble pour créer de nouveaux mélanges, passant de longues soirées à déguster et à discuter des nuances de goût et d'arôme. Notre mariage semblait être l'union parfaite de 2 personnes unies par une passion commune. Nous avons planifié l'avenir, rêvé d'avoir des enfants, fait des plans ambitieux pour agrandir la cave. Élodie n'était pas seulement ma femme, mais aussi une amie fidèle, une partenaire fiable. Les années ont passé. Notre entreprise a prospéré et nous avons acquis la réputation d'être l'un des meilleurs vignerons de la région. Élodie s'est impliquée dans la promotion de nos produits, se rendant souvent à des expositions et des dégustations dans les grandes villes. J'ai passé plus de temps dans les vignes et les caves, à surveiller la production. Petit à petit, j'ai commencé à remarquer que nous passions de moins en moins de temps ensemble. Élodie était de plus en plus retardée dans ses déplacements professionnels, invoquant des rendez-vous importants avec des distributeurs. Je me suis convaincu que c'était bien, qu'elle le faisait pour notre cause commune. Mais quelque part au fond, l'anxiété commençait à surgir. Je ne pouvais même pas imaginer que ces premiers doutes, à peine perceptibles, deviendraient le début d'une histoire qui changerait toute ma vie. Des histoires de trahison et de vengeance qui changeront à jamais ma personne et ma compréhension de l'amour et de la loyauté. J'ai remarqué les premiers signes indiquant que tout n'allait pas bien dans notre mariage après environ 8 ans de mariage. Il s'agissait de petits détails qui, pris individuellement, semblaient insignifiants, mais qui, peu à peu, s'accumulaient pour former un tableau alarmant. Élodie a commencé à partir plus souvent en voyage d'affaires. Auparavant, elle ne s'absentait pas de chez elle plus d'1 semaine, mais désormais, ses voyages duraient 2, voire 3 semaines. Elle a expliqué cela par l'expansion de notre activité, la nécessité d'établir des liens avec de nouveaux partenaires et distributeurs. J'ai essayé de la comprendre et de la soutenir, car en effet, notre vin est devenu demandé non seulement en France, mais aussi à l'étranger. Cependant, petit à petit, j'ai commencé à remarquer des changements dans son comportement. Élodie, toujours si ouverte et sociable, est devenue plus renfermée. Elle parlait moins de ses voyages, utilisant des phrases générales. Lorsque je lui ai posé des questions sur des réunions ou des accords spécifiques, elle semblait éviter de répondre, changeant la conversation vers d'autres sujets. Notre communication a également changé. Auparavant, nous pouvions passer des heures à discuter des nouveaux cépages, des caractéristiques de fermentation et des projets de développement de la cave. Maintenant, nos conversations sont devenues plus superficielles. Élodie semblait avoir perdu tout intérêt pour les problématiques de production qui la passionnaient jusque-là. J'ai essayé d'attribuer ces changements à la fatigue des voyages constants et au stress d'être responsable de la vente de notre vin. Mais plus j'avançais, plus les doutes me tourmentaient. Un soir, alors qu'Élodie était en déplacement professionnel, j'ai décidé de ranger notre bureau à domicile. En triant quelques papiers, je suis tombé sur une étrange facture d'un hôtel à Paris. La date sur la facture correspondait à l'un des voyages d'Élodie, mais l'hôtel n'était pas celui où elle séjournait habituellement. De plus, c'était un hôtel très cher, la facture comprenait le dîner au restaurant et une bouteille de champagne. Je me souviens qu'Élodie m'a appelé ce soir-là et m'a dit qu'elle était fatiguée et qu'elle s'était couchée tôt. Cette divergence m'a fait réfléchir. C'était peut-être une réunion d'affaires avec un client important? Mais pourquoi Élodie n'en a-t-elle pas parlé à ce moment-là?
À partir de ce soir-là, j'ai commencé à surveiller de plus près les dépenses d'Élodie lors de ses déplacements professionnels. J'ai trouvé quelques autres comptes suspects, restaurants chers, spa, achats dans les boutiques. Tout cela était en complet décalage avec l'image d'Élodie que je connaissais, une femme pratique, peu encline au luxe, pensant toujours avant tout aux affaires. Mes soupçons se sont intensifiés lorsque j'ai remarqué qu'Élodie commençait à prêter plus d'attention à son apparence. Elle a commencé à aller plus souvent au salon de beauté et à acheter plusieurs nouvelles robes chères. Quand je lui ai posé la question, elle m'a répondu qu'il fallait préserver l'image d'un vigneron à succès lors des expositions internationales. Mais le changement le plus troublant s'est produit dans notre vie intime. Élodie est devenue plus froide, plus distante. Elle faisait souvent référence à la fatigue ou aux maux de tête. Et quand nous étions encore proches, j'avais l'impression qu'elle n'était pas là, ses pensées étaient quelque part au loin. Toutes ces petites choses, accumulées, créaient un sentiment oppressant. J'ai essayé de parler à Élodie, lui demandant si tout allait bien, si elle avait besoin d'aide ou de soutien. Mais elle a tout simplement balayé la situation en disant que j'exagérais et que j'étais simplement fatigué de voyager constamment. J'ai essayé de la croire, me persuadant qu'il s'agissait simplement de difficultés temporaires que tous les couples traversent. Nous sommes ensemble depuis tant d'années, nous avons traversé de nombreuses difficultés, en nous soutenant toujours mutuellement. L'idée qu'Élodie puisse me tromper me paraissait absurde. Mais le ver du doute avait déjà pénétré mon âme. J'ai commencé à dormir moins, repassant constamment différents scénarios dans ma tête, essayant de trouver une explication au comportement étrange de ma femme. Peut-être qu'elle a des problèmes dont elle n'ose pas me parler? Ou est-elle désillusionnée par notre entreprise et cherche-t-elle quelque chose de nouveau? Ou, j'avais peur d'y penser, un autre homme est apparu dans sa vie? Ces pensées ont empoisonné ma vie et m'ont empêché de me concentrer sur le travail. Je suis devenu irritable, ce qui n'a pas échappé à l'attention de nos employés. Plusieurs fois, j'ai même fait des erreurs lors de la réalisation de mélanges, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. J'ai réalisé que je ne pouvais plus vivre dans l'ignorance. J'avais besoin de preuves soit pour dissiper mes soupçons et retrouver ma tranquillité d'esprit, soit pour comprendre la véritable situation, aussi douloureuse soit-elle. Et puis j'ai décidé de faire un pas que je n'aurais jamais pensé pouvoir faire. J'ai décidé de suivre Élodie lors de son prochain voyage d'affaires. La décision de suivre Élodie n'a pas été facile pour moi. Je ne me suis jamais considéré comme une personne jalouse et j'ai toujours cru que la confiance est le fondement de toute relation. Mais les doutes me rongeaient de l'intérieur, m'empêchant de vivre et de travailler. Je savais que je devais découvrir la vérité, aussi amère soit-elle. Élodie m'a parlé d'un prochain voyage à Paris pour un grand salon du vin. Elle avait prévu d'y rester une semaine pour présenter nos nouveaux vins à des acheteurs potentiels. J'ai dit que je resterais à la cave, nous venions de commencer les vendanges et ma présence était nécessaire. Élodie semblait soulagée par la nouvelle. Le lendemain du départ d'Élodie, je confie le vignoble à notre régisseur, Pierre, et pars pour Paris. J'ai loué une chambre dans un petit hôtel près du parc des expositions où se déroulait l'exposition du vin. Mon plan était simple, j'allais visiter l'exposition incognito et observer Élodie. Les 2 premiers jours n'ont rien apporté de suspect. J'ai vu Élodie interagir avec les visiteurs, procéder à des dégustations et négocier avec des partenaires potentiels. Elle était dans son élément, confiante, professionnelle, charmante. En la regardant, je me suis presque convaincu que mes soupçons étaient sans fondement, que j'avais commencé cette surveillance en vain. Mais le 3e jour, tout a changé. Après la fermeture de l'exposition, j'ai vu Élodie monter dans un taxi non pas seule, mais en compagnie d'un grand homme d'une 40aine d'années. Ils semblaient trop proches pour être des partenaires commerciaux ordinaires. J'ai pris un autre taxi et j'ai suivi. La voiture d'Élodie s'est arrêtée près d'un restaurant cher du centre de Paris. Je les ai suivis et je me suis assis à une table dans un coin où je pouvais regarder sans être remarqué. Ce que j'ai vu a brisé mon cœur en 1000 morceaux. Élodie et son compagnon se sont comportés comme un couple amoureux. Ils se tenaient la main, chuchotaient et riaient de quelques blagues courantes. J'ai vu Élodie regarder cet homme avec la même admiration et la même passion avec lesquelles elle me regardait autrefois. À un moment donné, ils se sont embrassés, et j'ai eu du mal à me retenir de sursauter et de faire une scène là, dans le restaurant. Je suis resté assis là pendant plusieurs heures, les regardant dîner, essayant de comprendre ce qui se passait. Chacun de leurs gestes, chacun de leurs regards était comme un coup de couteau dans mon cœur. Quand ils se sont finalement levés de table, je les ai suivis jusqu'à l'hôtel, le même hôtel cher dont j'avais trouvé la facture quelques semaines auparavant. De retour dans ma chambre,
je n'ai pas pu dormir de la nuit. J'étais submergé par les émotions, douleur, colère, désespoir. Comment Élodie a-t-elle pu me faire ça? Avec notre mariage? Avec le travail de toute notre vie? Je me suis souvenu de nos années heureuses et j'ai fait des suppositions sur quand et comment cette histoire d'amour a commencé. Depuis combien de temps Élodie me ment elle? Qui est cet homme? Que pouvait-il lui donner que je ne pouvais pas? Le lendemain, je ne suis pas allé à l'exposition. Je ne voyais pas Élodie, j'avais peur de ne pas pouvoir me contrôler et de faire une scène devant tout le monde. Au lieu de cela, j'ai erré dans les rues de Paris, essayant de rassembler mes pensées et de décider quoi faire ensuite. Une partie de moi avait envie d'affronter immédiatement Élodie, grande demande d'explication, pour laisser sortir toute ma douleur et ma colère. Mais l'autre partie comprenait que cela ne changerait rien. Si Élodie a décidé de détruire notre mariage, cela veut dire que ses sentiments pour moi se sont estompés depuis longtemps. Le soir, j'avais pris une décision. Je ne ferai pas de scène, je n'exigerai pas d'explication. Je vais juste rentrer à la maison et attendre le retour d'Élodie. Je vais lui donner une chance de tout avouer elle-même. Peut-être que si elle montre des remords, nous pourrons sauver notre mariage. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, je saurai avec certitude que notre relation est terminée. Je suis retourné à Amboise le lendemain. Pierre fut surpris de mon retour précoce, mais je l'expliquai par la nécessité de surveiller personnellement les vendanges. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai effectué mon travail mécaniquement, essayant de me distraire de mes pensées sombres. Élodie est revenue 4 jours plus tard. Elle avait l'air reposée et heureuse, et parlait de négociations fructueuses et de nouveaux contrats. Elle n'a révélé sa culpabilité ni par des paroles ni par des gestes. J'ai attendu qu'elle avoue, qu'elle explique son comportement. Mais Élodie a continué à jouer le rôle d'épouse fidèle et de partenaire d'affaires. Ce silence, cette prétention, était pire pour moi qu'une confession ouverte. J'ai compris qu'Élodie n'allait rien changer, qu'elle était prête à continuer à mener une double vie, en me trompant. Cette nuit-là, allongé à côté d'elle dans notre lit conjugal, j'ai pris ma décision finale. Je ne pouvais plus vivre dans le mensonge. Notre mariage était brisé et Élodie en était responsable. Maintenant, je devais me protéger et protéger le travail de ma vie, notre domaine viticole. J'ai commencé à planifier mes prochaines étapes. J'ai compris qu'une conversation difficile m'attendait, peut-être un divorce difficile. Mais j'étais prêt à tout. Élodie a trahi ma confiance, piétiné notre amour. Maintenant, je ne pouvais penser qu'à moi et à l'avenir du domaine viticole que des générations de ma famille avaient construit. Le matin, j'allais parler à Élodie, la confronter aux preuves d'infidélité. Mais le destin en a décidé autrement, me portant un nouveau coup dur. Chapitre 3, l'argent manquant et la disparition de la femme. Le matin qui devait être le début de la résolution de notre crise familiale a apporté un nouveau coup, encore plus dévastateur. Je me suis réveillé tôt comme d'habitude, me préparant à une conversation difficile avec Élodie. Cependant, quand je suis descendu à la cuisine, j'ai trouvé la maison vide. Élodie était introuvable ni dans la chambre, ni dans la salle de bain, ni dans son bureau. Sa voiture était toujours là, mais son sac et certains effets personnels avaient disparu. Au début, j'ai pensé qu'elle était peut-être partie tôt le matin pour affaires. Cependant, quelque chose dans l'atmosphère de la maison me rendait méfiant. J'ai commencé à chercher dans les pièces une note ou une explication à son absence. Au lieu de cela, j'ai découvert quelque chose de bien plus dérangeant. Notre coffre-fort domestique, où nous conservions des documents importants et de grosses sommes d'argent liquide en cas d'urgence, était vide. Non seulement l'argent avait disparu, environ 50 000 € que nous avions récemment retirés pour payer du nouveau matériel, mais aussi tous les papiers importants, actes de propriété, contrats, même nos passeports. La prise de conscience de ce qui s'était passé m'a frappé comme une avalanche. Élodie n'est pas partie, elle s'est enfuie, emportant avec elle tout ce qu'elle pouvait. Ce n'était pas seulement une trahison des sentiments, c'était un crime. En état de choc, j'ai appelé la banque. Mes pires craintes se sont confirmées, Élodie a retiré tout l'argent de nos comptes communs. La somme était énorme, près d'un demi-million d'euros, toutes nos économies et le fonds de roulement de la cave. Les heures suivantes passèrent dans un flou. J'ai appelé des amis, des parents, des partenaires commerciaux, personne ne savait où était Élodie. Ou du moins, personne ne l'a admis. J'ai même appelé ses parents à Bordeaux, mais ils étaient sincèrement surpris et inquiets de mon appel. Ils ont déclaré qu'ils n'avaient pas parlé à leur fille depuis plusieurs semaines. Vers midi,
j'ai réalisé que je devais aller voir la police. Il n'était pas facile d'expliquer la situation. Je me suis senti complètement idiot en racontant l'histoire de la façon dont ma femme, avec qui j'ai passé 10 ans, a volé tout notre argent et a disparu. La police a pris ma déclaration au sérieux, mais j'ai vu un mélange de sympathie et de méfiance dans leurs yeux. De retour à la maison, je constate que la nouvelle de la disparition d'Élodie s'est déjà répandue dans la ville. Les ouvriers de la cave chuchotaient entre eux, me jetant des regards compatissants. Pierre, notre manager, a essayé de me calmer en me disant que tout irait bien, qu'Élodie reviendrait sûrement bientôt et m'expliquerait son comportement étrange. Mais je savais que cela n'arriverait pas. Élodie ne reviendra pas. Elle a tout planifié à l'avance, choisissant le moment idéal pour s'échapper. La récolte vient à peine de commencer et maintenant, sans fond de roulement, nous nous trouvons dans une situation extrêmement difficile. Les jours suivants se sont transformés en un véritable cauchemar. J'ai essayé de maintenir l'entreprise à flot en traitant avec les fournisseurs et en essayant d'obtenir des reports de paiement. Parallèlement, je devais coopérer avec la police, répondre à d'interminables questions sur notre vie avec Élodie, ses habitudes, ses contacts. Chaque soir, je rentrais dans une maison vide, où tout me rappelait la trahison. Les photos sur les murs, ses affaires dans le placard, même l'odeur de son parfum qui persistait dans la chambre, tout cela était presque physiquement douloureux. Semaine après semaine passèrent, mais aucune trace d'Élodie n'était retrouvée. La police a supposé qu'elle avait peut-être quitté le pays avec nos passeports et cette somme d'argent, c'était tout à fait possible. Ils ont envoyé des demandes à Interpol, mais je savais que les chances de la retrouver étaient minces. Peu à peu, le choc a laissé place à la colère. Je ne pouvais pas croire que la femme que j'aimais et en qui j'avais confiance pouvait me faire ça. Elle ne m'a pas seulement brisé le cœur, elle a mis en péril le travail de ma vie et l'héritage de ma famille. Le domaine viticole que mes ancêtres avaient construit au fil des générations était au bord de la faillite. Sans fonds de roulement, nous ne pourrions pas acheter de nouveaux fûts, payer les vendangeurs ou commander des étiquettes pour les bouteilles. Chaque jour apportait de nouveaux problèmes et je ne savais pas comment les gérer. Mes amis et mes voisins ont essayé de me soutenir. Certains ont offert une aide financière, d'autres simplement un soutien moral. Mais je me suis senti humilié, écrasé. L'orgueil ne m'a pas permis d'accepter de l'aide, même si je comprenais que sans elle je n'en sortirais pas. La nuit, éveillé, je repassais dans ma tête les événements des dernières années. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Quel signe ai-je manqué? Quand Élodie a-t-elle commencé son double jeu? J'ai passé en revue chaque détail de notre vie ensemble, essayant de trouver le moment où tout a mal tourné. Mais ce qui me tourmentait le plus était la question, pourquoi? Pourquoi a-t-elle fait ça? Étais-je vraiment un si mauvais mari? Ou était-ce autre chose? Peut-être qu'Élodie ne m'a jamais vraiment aimé, mais qu'elle m'utilisait simplement pour atteindre ses propres objectifs? Ces pensées me rendaient fou. J'ai commencé à boire, au début un peu pour m'aider à dormir, puis de plus en plus. Le vin, qui a toujours été ma passion, mon art, est désormais devenu un moyen d'oubli. Je savais que j'allais en descente, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Un soir, assis dans le salon faiblement éclairé avec une bouteille de notre meilleur vin, j'ai soudain réalisé que je ne pouvais pas continuer comme ça. Élodie m'a déjà trop pris, mon amour, mon argent, ma dignité. Je ne pouvais pas la laisser ruiner ma vie et mon entreprise. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. J'ai dû me sortir de ce trou, sauver le domaine viticole et restaurer ma réputation. Et puis je retrouverai Élodie. Et elle paiera pour tout ce qu'elle a fait. À partir de ce moment-là, un nouveau chapitre de ma vie a commencé. Un chapitre plein de difficultés, de travail acharné et de décisions difficiles. Mais c'est aussi le chapitre où j'ai découvert en moi des pouvoirs dont j'ignorais l'existence. Et quelque part à l'horizon se profilait l'objectif, retrouver Élodie et lui faire répondre de sa trahison. À partir du moment où j'ai pris la décision de ne pas abandonner, ma vie est devenue une lutte continue. Chaque journée commençait tôt le matin et se terminait tard le soir. J'ai divisé mes efforts en deux directions, sauver le domaine et rechercher Élodie. Sauver l'entreprise s'est avéré être une tâche très difficile. Sans fond de roulement, nous parvenions à peine à rester à flot. Je me suis tourné vers de vieux amis de la famille, certains clients influents, pour leur demander de l'aide. Certains ont accepté d'attendre le paiement, d'autres ont accordé des prêts à court terme. J'ai vendu ma voiture, ma montre, tous les objets de valeur qui me restaient. J'ai expliqué honnêtement la situation aux travailleurs. À ma grande surprise, beaucoup d'entre eux ont accepté de travailler pour le salaire minimum,
avec la promesse d'une rémunération future. Leur fidélité m'a profondément touché et m'a donné la force de continuer le combat. Parallèlement, je menais ma propre enquête sur la disparition d'Élodie. La police semblait dans une impasse. Ils pensaient qu'elle avait quitté le pays, mais ils n'ont trouvé aucune trace d'elle. Je ne pouvais pas supporter leur passivité et j'ai décidé d'agir moi-même. J'ai commencé par étudier attentivement tous les documents laissés à la maison. J'ai parcouru de vieilles factures, les carnets d'Élodie, sa correspondance. Il passait des heures assis devant l'ordinateur, à vérifier ses emails, ses réseaux sociaux et son historique de navigation. Peu à peu, l'image a commencé à prendre forme. J'ai trouvé plusieurs transactions suspectes effectuées plusieurs mois avant la disparition d'Élodie. Elle a transféré d'importantes sommes d'argent sur un compte bancaire suisse. Ces transferts étaient habilement déguisés en frais professionnels liés aux exportations de vin. Un autre indice était un nom qui apparaissait souvent dans sa correspondance, Alexei Volkov. Apparemment, c'est un homme d'affaires russe qu'Élodie a rencontré lors d'une des expositions de vin. Leur communication a commencé comme étant professionnelle, mais a progressivement acquis un caractère plus personnel. J'ai engagé un détective privé pour en savoir plus sur ce Volkov. Il s'est avéré qu'il était une figure assez connue dans le monde des vins d'élite et qu'il possédait plusieurs restaurants chers à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Mais plus important encore, il avait la réputation d'avoir un passé douteux et des relations dans le monde criminel. Ces informations expliquent beaucoup de choses. Élodie préparait probablement son évasion avec Volkov. Peut-être lui avait-il promis une vie de luxe, d'aventure, tout ce qui lui manquait dans notre ville tranquille. J'ai continué à creuser, ignorant ma fatigue et ma frustration. Chaque fait nouveau, chaque détail me rapprochait de la solution. J'ai appris qu'une semaine avant sa disparition, Élodie avait retiré une importante somme d'argent en liquide dans une banque à Paris. Le même jour, elle a réservé un billet d'avion pour Moscou. J'ai remis ces conclusions à la police, mais elle n'a pas été pressée d'agir. Une enquête internationale aurait nécessité du temps et des ressources dont il ne disposait manifestement pas. J'ai eu l'impression qu'il considérait le cas comme désespéré. Mais je ne pouvais pas abandonner. Plus j'en apprenais, plus mon désir de retrouver Élodie et de la traduire en justice devenait fort. Ce n'était plus seulement une question d'honneur ou de vengeance, je voulais comprendre pourquoi elle avait fait ça, ce qui l'avait poussé à trahir tout ce en quoi nous croyions. Les mois ont passé. Le domaine est sorti lentement mais sûrement de la crise. Nous avons lancé une nouvelle gamme de vins qui a connu, contre toute attente, un énorme succès. L'histoire d'un domaine viticole qui a subi une trahison et qui lutte pour survivre a retenu l'attention de la presse. Cela nous a apporté non seulement de la publicité, mais aussi de nouveaux clients. Mais même dans les moments de succès, je n'ai pas oublié mon objectif principal. J'ai consacré chaque minute libre à la recherche. J'ai contacté des cavistes du monde entier pour leur demander des nouvelles d'Élodie et de Volkov. J'ai parcouru les forums de collectionneurs de vins, dans l'espoir de trouver une sorte d'indice. Et maintenant, presque un an après la disparition d'Élodie, la chance m'a enfin souri. J'ai appris par l'un des distributeurs de Saint-Pétersbourg que Volkov avait récemment ouvert un nouveau restaurant. Et la gérante de ce restaurant était une femme française aux cheveux roux nommée Élodie. C'était elle, je n'en doutais pas. Des années de recherche, des nuits blanches, du désespoir, tout cela m'a finalement conduit à mon objectif. Élodie était en Russie, vivante et en bonne santé, profitant des fruits de sa trahison. Je n'ai pas dormi une seule seconde cette nuit-là. Les pensées couraient fébrilement dans ma tête. Que dois-je faire ensuite? Contacter la police? Essayer de contacter Élodie? Ou? Petit à petit, un plan a commencé à se former dans ma tête. Un plan qui me permettra non seulement de récupérer ce qui a été volé, mais aussi de me venger de tout ce que j'ai dû traverser. Cela ne sera pas facile et nécessitera une préparation minutieuse. Mais maintenant que je savais où était Élodie, j'étais prêt à tout. Ce matin, j'ai commencé à préparer le voyage en Russie. J'ai compris que cela pouvait être dangereux, surtout compte tenu des relations de Volkov. Mais ça ne m'a pas fait peur. Au contraire, le danger ne faisait que m'encourager. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de vraiment vivre. La vengeance est un plat qui se mange froid, disent les Français. Eh bien, Élodie est sur le point de découvrir à quel point il peut faire froid. Les préparatifs du voyage en Russie ont duré plusieurs semaines. J'ai dû agir avec précaution pour ne pas effrayer Élodie et Volkov. J'ai obtenu un visa, réservé des billets et un hôtel à Saint-Pétersbourg.
J'ai dit à Pierre, mon fidèle manager, que j'allais à un salon du vin. Il ne semblait pas y croire, mais il ne posait aucune question inutile. Je ne pouvais pas rester assis dans l'avion. Les pensées sur la rencontre à venir avec Élodie me hantaient. Que vais-je lui dire? Comment va-t-elle réagir? Suis-je prêt pour ce que je vais voir? Saint-Pétersbourg m'a accueilli avec un vent froid et une pluie fine. La ville semblait immense et étrangère. Je me suis installé dans un petit hôtel près du restaurant de Volkov et j'ai commencé mon observation. Pendant 3 jours, j'ai surveillé le restaurant, espérant voir Élodie. Le 4e jour, la chance m'a souri. Je l'ai vue sortir d'un taxi à l'entrée du restaurant. Elle a changé, ses cheveux sont devenus plus courts, ses vêtements plus chers. Mais c'était elle, sans aucun doute. Mon cœur battait fort lorsque je suis entré dans le restaurant ce soir-là. Je me suis assis à une table dans un coin, d'où je pouvais observer toute la pièce. Élodie est arrivée 1 heure plus tard. Elle marchait entre les tables, parlait aux visiteurs et souriait. Elle semblait absolument heureuse. J'étais sur le point de m'approcher d'elle quand j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait me figer sur place. Une alliance scintillait à l'annulaire d'Élodie. Nouveau, pas celui que je lui ai mis au doigt il y a 10 ans. À ce moment-là, Volkov entra dans la salle. Un homme grand et imposant d'une 50aine d'années. Il s'approcha d'Élodie, la serra tendrement dans ses bras et l'embrassa. Il ressemblait à un couple marié heureux. Je me suis assis là, abasourdi par cette découverte. Élodie ne s'est pas contentée de s'enfuir avec l'argent, elle a commencé une nouvelle vie. Elle s'est mariée et a dirigé un restaurant. Pendant que je souffrais, essayant de sauver la cave, je la cherchais, elle vivait dans le luxe, profitant des fruits de sa trahison. La colère que j'avais retenue si longtemps a éclaté. Je me suis levé, prêt à aller vers eux, à faire une scène, à exiger une explication. Mais quelque chose m'a arrêté. Instinct de conservation, peut-être. Ou peut-être les derniers vestiges du bon sens. Je suis sorti du restaurant avec un sentiment de vide. Tout mon plan de vengeance m'a soudain semblé absurde et inutile. Que pouvais-je faire contre Volkov, son argent et ses relations? Quand je suis rentré à l'hôtel, je n'ai pas pu dormir. Les pensées tournaient dans ma tête comme un carrousel. Et soudain, j'ai compris. J'ai réalisé ce que je devais faire. Ce ne sera pas seulement une vengeance, ce sera une justice. Le lendemain, je suis passé à l'action. J'ai contacté mon avocat en France et lui ai expliqué la situation. Il a ensuite appelé la police et la banque. J'ai rassemblé des preuves, préparé des documents. 1 semaine plus tard, tout était prêt. Je suis retourné au restaurant de Volkov. Cette fois, je ne me suis pas caché. Je me suis dirigé vers Élodie alors qu'elle se tenait derrière le bar. « Bonjour, Élodie, dis-je calmement. Elle est devenue pâle quand elle m'a vu. La peur brillait dans ses yeux. « Jean-Luc? Que fais-tu ici? » Je suis venu pour parler. Du passé, du présent et du futur. À ce moment-là, Volkov s'est approché de nous. Il m'a regardé avec méfiance. « Qui es-tu » il a demandé en anglais. « Je suis le mari d'Élodie » répondis-je. « Et j'ai une proposition pour vous deux. » Ainsi commença la conversation la plus importante de ma vie. La conversation qui a tout changé. Chapitre 6, un plan de vengeance. La conversation avec Élodie et Volkov a eu lieu dans une salle séparée du restaurant. L'atmosphère était tendue, l'air semblait résonner d'émotions non exprimées et de menaces cachées. Je m'assis en face d'eux, sentant des années de douleur et de colère bouillir en moi, mais extérieurement je restais calme. « Alors, monsieur Mercier, c'est ça ?» Volkov commença à essayer de prendre l'initiative lui-même. « Que nous vaut votre visite ?» J'ai lentement sorti le dossier contenant les documents et je l'ai posé sur la table. J'ai la preuve qu'Élodie a volé près d'1 demi-million d'euros à notre domaine viticole familial. Sans compter les titres et les documents de propriété. Élodie grimaça mais ne dit rien. Volkov gardait une expression impassible sur son visage. J'ai également des informations sur certaines de vos opérations, pas tout à fait légales, monsieur Volkov, ai-je continué. Je suis sûr que les autorités fiscales et la police russe seront très intéressées par ces données. C'était maintenant au tour de Volkov de se crisper. Sa main se dirigea instinctivement vers la poche intérieure de sa veste, mais il se retint. « Que veux-tu » demanda-t-il sèchement. « Justice » répondis-je. « Et une compensation. »
Nous avons passé les 2 heures suivantes à discuter des conditions. J'ai exigé le remboursement intégral des fonds volés, plus les intérêts pour tout ce temps. De plus, je voulais qu'Élodie avoue publiquement ses actes, c'était nécessaire pour laver mon nom à Amboise. Volkov a essayé de négocier, de menacer, mais j'étais catégorique. J'avais l'avantage et nous le savions tous les deux. Finalement, il a accepté mes conditions. Élodie est restée silencieuse tout le temps, me jetant seulement de temps en temps des regards effrayés. Quand tout fut décidé, elle parla enfin. « Jean-Luc, je ne sais pas quoi dire. Je sais que je t'ai blessé. » J'ai levé la main pour l'arrêter. « Ce n'est pas le moment de s'excuser, Élodie. Tu as fait ton choix. Maintenant, vis avec les conséquences. » En sortant du restaurant, j'ai ressenti un étrange vide. La vengeance que j'avais planifiée depuis si longtemps s'était produite, mais je n'éprouvais aucune joie. Il y avait un long processus de rétablissement à venir, à la fois financier et émotionnel. De retour en France, j'ai commencé à mettre en œuvre la prochaine partie de mon plan. Avec l'aide d'avocats, nous avons engagé une procédure judiciaire contre Élodie. L'affaire a reçu une large publicité où l'histoire de trahison et de rétablissement de la justice a attiré l'attention des médias nationaux. Élodie, comme convenu, a fait une déclaration publique admettant le vol et s'excusant. Cela a été un choc pour les habitants d'Amboise. Beaucoup ne pouvaient pas croire qu'une femme qu'ils connaissaient depuis tant d'années puisse commettre un tel acte. L'argent rendu par Volkov m'a permis non seulement de rembourser mes dettes, mais aussi d'investir dans le développement de la cave. J'ai acheté du nouveau matériel et agrandi la superficie des vignes. Le travail m'a aidé à ne pas penser au passé, à avancer. Mais malgré mon succès financier, il y avait toujours un vide en moi. La trahison d'Élodie a laissé une marque profonde dans mon âme. Je me suis renfermé sur moi-même et j'ai arrêté de faire confiance aux gens. La nuit, j'étais hanté par des cauchemars dans lesquels je revivais encore et encore le moment où j'avais découvert qu'Élodie et l'argent avaient disparu. Pierre, mon fidèle manager, a essayé de m'aider. Il a organisé des rencontres avec des partenaires potentiels et m'a convaincu de communiquer davantage avec les gens. Mais je n'ai pas pu me résoudre à m'ouvrir à nouveau à qui que ce soit. Les mois ont passé. La cave a prospéré, nos vins ont été récompensés lors de concours internationaux. Je me suis lancé dans mon travail, en essayant de proposer quelque chose de nouveau chaque jour, d'expérimenter des cépages et des méthodes de fermentation. Un soir, alors que j'étais assis dans mon bureau en train de trier des papiers, on a frappé à la porte. C'était Marie, la fille de notre voisin vigneron. Elle m'a apporté des échantillons d'un nouveau vin qu'ils avaient développé et voulait mon avis. Nous avons commencé à parler. Marie était intelligente et passionnée par la vinification autant que moi. Elle a parlé de ses expériences avec des raisins biologiques et de ses projets de développement de l'entreprise familiale. Je me suis retrouvé à penser que pour la première fois depuis longtemps, j'étais vraiment intéressé à communiquer avec quelqu'un. À partir de ce soir-là, nous avons commencé à nous voir plus souvent. Au début, nous ne parlions que de vin et d'affaires, mais petit à petit nos conversations sont devenues plus personnelles. Marie a été patiente et ne m'a pas mis la pression, comprenant ce que je vivais. Lentement, jour après jour, j'ai commencé à dégeler. La peur et la méfiance que j'avais portées en moi pendant si longtemps ont commencé à s'estomper. J'ai recommencé à sourire, à plaisanter, à faire des projets pour l'avenir. 1 an après notre première conversation, j'ai invité Marie à dîner. Nous étions assis sur la terrasse de ma maison, profitant du coucher de soleil et d'un verre de vin de notre meilleure récolte. Et puis j'ai décidé de lui raconter toute l'histoire, mon mariage avec Élodie, la trahison, les longs mois de douleur et de colère. Marie écoutait attentivement sans interrompre. Quand j'ai eu fini, elle m'a pris la main et m'a simplement dit « Merci de me faire confiance. Tu es un homme très fort, Jean-Luc. » À ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais enfin capable de laisser le passé derrière moi. Élodie et tout ce qui était associé à elle n'avaient plus de pouvoir sur moi. J'étais prêt à passer à autre chose, à ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. Marie et moi avons commencé à sortir ensemble. Notre relation s'est développée lentement, nous ne voulions pas nous précipiter. Mais chaque jour qui passait, je sentais mon cœur se réchauffer, ma capacité à aimer et à faire confiance revenir. 2 autres années se sont écoulées. Le domaine viticole de Marie et moi, nous avons fusionné des entreprises familiales, est devenu l'un des plus réputés de France. Nous avons expérimenté de nouvelles variétés, introduit des méthodes de production innovantes, mais sommes restés en même temps fidèles à la tradition. Et puis un jour,
debout au milieu du vignoble, regardant les gens récolter, j'ai soudain réalisé à quel point j'étais heureux. J'avais le travail de ma vie, une femme aimée à mes côtés, des projets d'avenir. Le soir même, j'ai demandé Marie en mariage. Nous nous sommes mariés au printemps suivant, au milieu des vignes en fleurs. C'était une cérémonie modeste, réservée uniquement aux amis les plus proches et à la famille. Debout sous l'arche de vigne, regardant Marie dans les yeux, j'ai réalisé que mon histoire de vengeance était terminée. Un nouveau chapitre a commencé, un chapitre d'amour, de confiance et de nouveau départ. Et ce chapitre promettait d'être le plus beau de ma vie. Chapitre 7, exécuter la vengeance. Les années passèrent et la vie semblait s'améliorer. Marie et moi avions une exploitation viticole florissante et nous étions heureux ensemble. Mais au fond de moi, une étincelle d'insatisfaction couvait encore. Malgré la restitution de l'argent et les excuses publiques d'Élodie, j'ai eu le sentiment que justice n'avait pas été pleinement rendue. Un jour, en parcourant les rapports financiers, je suis tombé sur une mention d'un accord majeur entre une entreprise russe et l'un de nos concurrents. Le nom de l'entreprise m'a semblé familier. Après une petite enquête, j'ai compris qu'il s'agissait d'une des entreprises de Volkov. Cette découverte a réveillé de vieux souvenirs. J'ai commencé à creuser plus profondément en utilisant mes relations dans le monde du vin et des affaires. Peu à peu, l'image du vaste réseau de Volkov, qui couvrait non seulement la Russie mais aussi de nombreux pays européens, s'est dévoilée à moi. J'ai appris que Volkov utilisait le commerce du vin comme couverture pour blanchir de l'argent. Ses restaurants et ses magasins d'alcool n'étaient que la pointe de l'iceberg. Derrière la façade d'un homme d'affaires respectable se cachait un véritable chef du crime. Ces informations sont devenues un véritable trésor pour moi. J'ai compris que j'avais des informations qui pouvaient non seulement détruire l'empire de Volkov, mais aussi l'envoyer en prison pour de nombreuses années. Et Élodie, bien sûr, l'accompagnera en complice. Mais je n'étais pas pressé d'agir. Je me suis rappelé à quel point Volkov pouvait être dangereux. J'avais besoin d'un plan soigneusement pensé. Pendant plusieurs mois, j'ai rassemblé des preuves, contacté les bonnes personnes, préparé le terrain. J'ai agi avec prudence, ne laissant même pas Marie au courant de mes plans. Je ne voulais pas l'entraîner dans cette affaire dangereuse. Finalement, quand tout était prêt, j'ai frappé. J'ai soumis les preuves recueillies à plusieurs autorités à la fois, la police, le service des impôts et le comité anticorruption. J'ai également envoyé un paquet de documents à plusieurs journalistes d'investigation. L'effet était comme une bombe qui explose. En quelques jours, l'empire de Volkov commença à s'effondrer. Ses comptes ont été gelés, ses restaurants fermés et il a été inscrit sur une liste internationale de personnes recherchées. Élodie a été l'une des premières à être arrêtée. Sa photo sur les premières pages des journaux, menottée et emmenée hors d'un luxueux manoir, m'a procuré une étrange satisfaction. Volkov a essayé de se cacher, mais le filet s'était déjà refermé. Il a été arrêté alors qu'il tentait de traverser la frontière avec un faux passeport. Un procès très médiatisé a commencé. J'ai été appelé comme témoin. Debout devant le tribunal, regardant dans les yeux d'Élodie et de Volkov, j'ai senti le poids de nombreuses années tomber de mes épaules. La sentence était sévère. Volkov a été condamné à 20 ans de prison, Élodie, 10 ans en tant que complice. Tous leurs biens ont été confisqués. Une fois le processus terminé, j'ai ressenti un étrange vide. La vengeance que je prévoyais depuis si longtemps s'est produite. La justice a prévalu. Mais au lieu du triomphe, je ressentais seulement de la fatigue. Quand je suis rentré à la maison, j'ai tout raconté à Marie. Elle m'a écouté en silence puis m'a serré fort dans ses bras. « Maintenant tu peux continuer ta vie, dit-elle. » Et elle avait raison. À partir de ce jour, j'ai eu le sentiment que je pouvais enfin laisser le passé derrière moi. Je ne pensais plus à Élodie, je ne me réveillais plus la nuit à cause de cauchemars. Toute mon énergie était désormais tournée vers l'avenir, vers notre domaine viticole, vers notre famille. Plusieurs années passèrent encore. Notre entreprise a continué à prospérer. Marie et moi avons eu un fils, que nous avons prénommé Pierre en hommage à mon fidèle manager. La vie était remplie d'un sens nouveau. Parfois, debout au milieu du vignoble, regardant les raisins se remplir de jus, je pense au chemin que j'ai parcouru. De la douleur et de la trahison, d'années de lutte et de guérison, de la vengeance qui a été accomplie. Tout cela a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. J'ai réalisé que la véritable victoire ne réside pas dans la vengeance, mais dans la capacité de survivre à la trahison et de construire une nouvelle vie heureuse.
Et j'ai remporté cette victoire. Élodie et Volkov ne sont plus qu'un lointain souvenir, une page que j'ai tournée. Devant moi se trouvent des vignes sans fin, ma femme et mon fils bien-aimé, le travail de toute ma vie. Et je suis reconnaissant au destin pour chaque jour de ce nouveau chapitre de mon histoire. Cela fait 15 ans que j'ai découvert la disparition d'Élodie et le vol de notre argent. 15 années remplies de luttes, de douleurs, d'espoir et finalement d'un nouveau bonheur. Assis sur la terrasse de notre maison, regardant le coucher de soleil sur les vignes, je réfléchis souvent au chemin que j'ai parcouru et aux leçons que la vie m'a apprises. La trahison d'Élodie a été pour moi un coup terrible, qui a presque détruit tout ce qui m'était cher. J'ai traversé le désespoir, la colère, la soif de vengeance. Il fut un temps où je pensais que je ne me remettrais jamais de cette blessure, que mon cœur resterait à jamais fermé à la confiance et à l'amour. Mais la vie, comme le bon vin, est pleine de nuances et de nuances inattendues. Le combat pour sauver le domaine m'a appris la résilience et la ténacité. Le soutien de mes amis et de mes collègues m'a aidé à comprendre la valeur de la véritable loyauté. Et rencontrer Marie a montré que l'amour peut survenir quand on s'y attend le moins et guérir même les blessures les plus profondes. La vengeance que j'avais longtemps désirée et que j'ai finalement obtenue m'a apporté moins de satisfaction que je ne l'espérais. Oui, la justice a prévalu, Élodie et Volkov ont reçu la punition qu'ils méritaient. Mais la véritable libération n'est pas venue au moment de leur arrestation, mais bien plus tard, quand j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de penser à eux, qu'ils n'avaient plus de pouvoir sur ma vie et mes émotions. Maintenant, en y repensant, je me rends compte que tout ce qui s'est passé, aussi douloureux soit-il, m'a rendu plus fort. J'ai appris à valoriser ce qui est vraiment important, la famille, la loyauté, l'honnêteté. Notre domaine viticole prospère non seulement grâce à la qualité de notre vin, mais parce que ces valeurs sont au cœur de ses préoccupations. Marie et notre fils Pierre sont devenus le centre de mon univers. Chaque jour que je passe avec eux me rappelle à quel point je suis béni. Pierre grandit et devient un garçon intelligent et curieux, montrant un réel intérêt pour la vinification. En le regardant étudier avec fascination le processus de transformation du raisin en vin, je vois la continuation d'une tradition familiale qui a désormais pris un nouveau sens. Notre vin a reçu une reconnaissance non seulement en France, mais aussi bien au-delà de ses frontières. Marie et moi expérimentons constamment, créons de nouveaux mélanges, introduisons des technologies innovantes, mais restons en même temps fidèles à la tradition. Chaque bouteille qui quitte notre cave porte un morceau de notre histoire, de notre amour pour cette terre et pour les autres. Parfois je me demande, et si Élodie ne m'avait pas trahi? À quoi ressemblerait ma vie maintenant? Mais je repousse rapidement ces pensées. La vie ne tolère pas le mode subjonctif. Tout ce qui s'est passé m'a amené à ce moment, à ce bonheur que je ressens maintenant. J'ai appris à pardonner, non pas pour Élodie ou Volkov, mais pour moi-même. Le pardon m'a libéré du fardeau du passé et m'a permis d'avancer avec le cœur léger. Je ne ressens plus de colère ni d'amertume lorsque je pense au passé. Au lieu de cela, je suis reconnaissant pour les leçons que cela m'a apprises. Aujourd'hui, lorsque j'organise des dégustations pour les visiteurs de notre domaine, je leur parle souvent non seulement des subtilités de la vinification, mais aussi de la vie. De l'importance de ne pas abandonner face aux difficultés, de la valeur de chaque moment passé avec ses proches, de la façon dont l'amertume de la trahison peut donner naissance à la douceur d'un nouvel amour. Notre vin, comme notre vie, est le résultat d'un processus complexe. Il contient la chaleur du soleil, la fraîcheur de la nuit, la fertilité du sol et le travail des mains humaines. Il absorbait la joie, la douleur, l'espoir et l'amour. Et c'est ce qui le rend unique, inimitable. Demain, les vendanges pour la nouvelle récolte commencent. Marie, Pierre et moi partirons à l'aube dans les vignes pour cueillir les premières grappes de raisin. C'est notre tradition familiale, notre façon de rendre hommage à la terre qui a été si généreuse envers nous. Et lorsque les premières gouttes de jus tomberont dans la cuve, je dirai, comme toujours, une prière silencieuse de gratitude. Pour tout ce qui était, pour tout ce qui est et pour tout ce qui sera. Pour l'amertume qui m'a appris à apprécier la douceur. Pour l'obscurité qui m'a aidé à voir la lumière. Pour l'amour qui a vaincu la trahison. Parce qu'en fin de compte, comme pour faire un bon vin, c'est l'équilibre qui compte dans la vie. Équilibre entre le passé et le futur, entre la douleur et la joie, entre les pertes et les gains. Et je suis reconnaissant au destin de m'avoir appris à trouver cet équilibre. Maintenant, il est temps de dormir. Demain est un nouveau jour, une nouvelle récolte, un nouveau chapitre de notre histoire. Et je l'affronterai avec un cœur ouvert, prêt à de nouveaux défis et de nouvelles joies. Après tout, la vie,
comme le bon vin, ne fait que s'améliorer avec l'âge. Il faut juste pouvoir apprécier chaque gorgée.